Vous me pardonnerez quelques mots de remerciement à destination des organisateurs de cette journée. C'était passionnant, captivant, et je suis presque gêné d'intervenir en tant qu'universitaire à la suite de tant d'interventions à la fois sincères, brillantes et pertinentes. Quand on s'est contacté pour la première fois, vous avez évoqué une carte blanche. Carte blanche, ça laissait ouverte toute une série de possibilités, toute une série de possibilités. J'ai préparé une intervention et en vous écoutant aujourd'hui, j'ai sabré au fur et à mesure dans mon intervention parce que beaucoup de choses ont été dites et elles ont été très bien dites. Je vais donc tenter de prendre un peu de hauteur, non pas que vous soyez restés au ras des pâquerettes, vous avez été vraiment tous très intéressants, mais je vais essayer d'aborder les questions un peu différemment. Donc en fait, la question centrale que je vous propose d'aborder, c'est celle de savoir où se situe la certification des comptes des collectivités locales dans ce nouvel ensemble qu'est la comptabilité publique. Parce que pour moi, la comptabilité publique a subi très récemment une profonde révolution conceptuelle. Donc le titre de mon intervention pourrait être « La certification des comptes du secteur public local, une évolution culturelle au cœur d'une révolution conceptuelle ». Les universitaires aiment bien les titres un peu ronflants, vous m'excuserez. Donc je commence par vous expliquer ce qu'est pour moi la révolution conceptuelle qui a agité la matière. En fait, la comptabilité publique est très mal nommée. On parle de comptabilité publique depuis très longtemps, mais on se trompe. En fait, si on remonte dans le temps, et je ne vais pas remonter seulement à 1982, je vais remonter au XIVe siècle, quand on remonte dans le temps, le roi confie à des administrateurs la gestion de ses fonds. Bon. Cette gestion est en fait une gestion typiquement administrative. Ce sont des administrateurs qui remplissent une mission essentielle, une mission de caissier. À l'origine, nos comptables publics, en tout cas ceux qui vont devenir des comptables publics, sont littéralement et physiquement assis sur une caisse en bois. Certaines sont munies de 3 clés, une est confiée à l'ordonnateur, l'autre au contrôleur, la troisième au comptable. Donc notre comptable public naît en fait comme un caissier. C'est un caissier qui progressivement va devenir aussi un contrôleur des mouvements qui sont exercés sur sa caisse. Il se trouve que, comme ce caissier manie des deniers publics et que ces deniers appartiennent au roi, le roi va finir par lui demander de rendre compte de l'usage de ces deniers. Et en fait, c'est ici que va commencer à naître le hiatus sur l'utilisation du terme comptable. En fait, notre caissier devient justiciable. Justiciable, c'est-à-dire qu'il va rendre compte de la gestion de sa caisse. Il va rendre compte de l'utilisation des deniers publics. Et c'est là qu'il va devenir comptable. Comptable sur des deniers publics et donc comptable public. Alors en fait, où est-ce que ça nous amène tout ça? Ça nous amène à une deuxième confusion que j'ai pu repérer dans les débats aujourd'hui. Alors je ne dis pas que les gens confondent les choses. Je dis juste que quand on n'est pas averti de ces nuances sémantiques, on peut confondre les choses. Quand on a évoqué la question des normes comptables et normes budgétaires, on voit bien qu'on est au cœur de cette confusion. Les normes comptables ne sont pas des normes budgétaires. La comptabilité, c'est un système d'information financière. Le budgétaire, c'est un système de décision financière et de suivi de l'exécution financière. Ça n'a rien à voir, en tout cas théoriquement, du point de vue de l'universitaire. Il se trouve juste que dans le secteur public local, on a mélangé les deux. Je ne crois pas, je le dis devant vous tous, je ne crois pas au monisme comptable. En moi, c'est une erreur intellectuelle, et en plus, je pense sincèrement que ça n'existe pas vraiment. Mais on en reparlera. Donc en fait, où est la révolution? La révolution vient justement de ce que l'article 53 du décret GBCP va introduire une formule pour moi à la fois lumineuse et nécessaire. Je vous le lis. La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière. On arrête de croire que la comptabilité publique, c'est la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, la séparation des ordonnateurs. Non, c'est pas ça. La comptabilité publique, c'est un système d'organisation de l'information financière. Et là, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise qu'on reçoit dans le secteur public quelque chose qui est connu de très longue date par les professions du chiffre. Bon, très bien. Nous recevons ce que connaissent les professionnels du chiffre depuis des années. Alors on le reçoit, en fait, on ne le reçoit pas vraiment, on le transpose. Et ici encore, il faut insister sur un deuxième point, c'est-à-dire que c'est une double transposition qui va s'opérer. La première transposition, c'est que notre comptabilité, en tant que système d'information, naît, vous le savez tous, dans le secteur marchand. Le mode de Venise, je ne vous refais pas l'histoire. On est au XVe siècle, on tente de sécuriser un peu ces échanges, on intègre progressivement la question des créances et des dettes, et puis tout ce système va en fait se formaliser fin XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle, dans un contexte très industriel et dévoreur de capitaux.
Et c'est là que notre comptabilité, en tout cas ce plan comptable général qui va devenir la comptabilité publique un jour, c'est là que cette comptabilité s'enracine dans ces concepts. Le problème, c'est que ce qui fonctionnait pour des entités marchandes dévoreuses de capitaux industriels ne fonctionne pas forcément pour un État qui n'est ni marchand, ni, alors si dévoreur de capitaux, mais pas au sens d'immobilisation. Donc en fait, premier problème de transposition, on tente de transposer une technique qui a été construite par des marchands, finalisée par des industriels, dans un secteur qu'elle ne visait pas à l'origine. Donc ici, c'est un problème de transposition, et pour moi, c'est un problème quasiment conceptuel. Deuxième difficulté de transposition, une fois qu'on a, on le verra, tenté de transposer cette comptabilité au niveau de l'État, on va se poser la question de savoir comment on peut la transposer au niveau du secteur public local. Mais ici encore, on l'a tous dit, sans le dire vraiment, il n'existe pas un secteur public local. Il y a des secteurs publics locaux. Régions, départements, communes de Paris, communes de, pour moi, Poitiers, Châtellerault, Montmorillon. Je suis conseiller municipal dans une commune qui s'appelle Osselon dans la Drôme, 50 habitants. Enfin, pardon, vous me comprenez tous, 50 électeurs, 12 habitants. Bon, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de comptabilité publique entre la ville de Paris et la commune d'Osselon? On ne parle pas du tout de la même chose, on le sait tous ici. Bref, donc, un premier problème qui est que cette comptabilité publique, en tout cas le concept, a profondément évolué, on a du mal à l'intégrer. Et ensuite, un deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a accepté que cette comptabilité publique avait une autre signification, il faut la transposer au secteur public local. Alors en fait, la question que je me pose, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va situer la certification locale au cœur de cette rénovation conceptuelle. En fait, est-ce qu'on peut se contenter de dupliquer la certification telle qu'elle est pratiquée par ailleurs? Bon. Alors pour tenter de répondre à cette question, deux grandes parties. Pardon, je suis juriste. La certification comme condition d'une information financière de qualité et les limites de la nouvelle comptabilité publique et les questions qu'elles adressent à la certification. En fait, plus que deux parties, ce sont 4 points que je voudrais aborder. Un premier point, très rapide, concerne la formalisation juridique de la certification des comptes publics. Alors si j'observe cette formalisation juridique, de mon point de vue, je vois 3 grands types d'étapes. Première étape, ce que j'appelle le déploiement de la certification dans la sphère publique. Très facilement, je pars de la loi organique relative aux lois de finances, de son article 58-5, certification des comptes de l'État. On poursuit avec la certification des comptes des organismes de sécurité sociale dans la loi organique du 2 août 2005. Bon, jusque-là, tout tient à peu près. Et puis, on passe à la certification des comptes des universités en 2007 et à la certification des comptes des hôpitaux en 2009. Je ne discute pas l'enchaînement de ces 4 textes. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire le point sur ce qu'on peut appeler une progression ou un mouvement d'extension de la certification dans ce que je vais appeler donc la sphère étatique. Très bien. Deuxième étape, une consécration constitutionnelle. Cette consécration constitutionnelle, vous le savez, intervient avec la réforme de l'article 47-2, alinéa 2 de la Constitution de la Ve République. Je vous le lis pour mémoire. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Bon, moi, je suis juriste. Quand je vois arriver ce dispositif dans notre norme suprême, je m'inquiète un petit peu. La formulation est à l'indicatif. Est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une invitation à aller vers une régularité, une sincérité? Bon, évidemment, vous le savez tous, c'est une invitation. Deuxième sous-question, alors, quelle est la forme de cette invitation? Quand on lit les travaux parlementaires, il n'est pas évident que tous nos parlementaires aient compris que ça impliquait la certification des comptes. Certains l'ont compris, ça a été évoqué. Est-ce que tous l'ont compris? C'est pas évident. Et quand on est juriste, on se questionne. Nous, en l'absence d'un texte clair et précis, on va rechercher l'intention du législateur. Bon, je laisse cette question ouverte. Toujours est-il que je constate ici, au moins, ou à minima, une forme de généralisation implicite de l'obligation de certification des comptes à toutes les administrations publiques. Bon, troisième étape, on descend vers le secteur public local. Alors ici, juste très rapidement, quelques remarques. On voit très bien, ou vous le savez même mieux que moi, la réforme des juridictions financières en 2009 s'intéressait déjà à la question de la certification des comptes des collectivités territoriales. En tout cas, il était prévu une expérimentation dès 2009. Le projet n'a pas été adopté.
Vous le savez tous, ça a été repris par l'acte 3 de la décentralisation, la loi NOTRe, je ne détaille pas la chose. Nous avons donc le deuxième grand point. Une fois qu'on a observé ce mouvement d'extension de la certification, mais dans le fond, est-ce que c'est une procédure nécessaire? Bon, dit autrement, la qualité comptable emporte-t-elle obligation de certification? Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident pour des raisons très différentes. Alors, première raison, on l'a très bien dit, d'autres voies sont possibles. D'autres voies sont possibles. Et ici, la répercussion de la crise financière au sein de la zone euro a ouvert d'ailleurs d'autres possibilités. La directive du 8 novembre 2011 impose aux États membres un contrôle interne et un audit indépendant de leurs comptes. Au sein de cette assemblée, tout le monde va... Non, pas tout le monde. La moitié de la salle va me dire audit indépendant. Vous voyez bien, on parle de certification. Ben non, c'est pas si évident que ça. Parce qu'au niveau de la zone euro, il faut quand même savoir qu'une bonne partie des États ne tient pas de compte en comptabilité d'exercice. Une partie des États, par exemple l'Allemagne, tient une comptabilité qui est plutôt une comptabilité de caisse. Dès lors, demander à l'Allemagne de certifier une comptabilité de caisse, on est tous conscients que ça n'a pas beaucoup de sens. Finalement, ce qui se passe au niveau européen, c'est qu'on laisse les portes ouvertes. Alors pourquoi on laisse les portes ouvertes? Évidemment, c'est au regard de l'hétérogénéité des tenues des comptes dans les pays européens. Donc on peut me retourner l'argument. Enfin, Sébastien, si la certification n'a pas été imposée par l'Union européenne, c'est justement parce que tous les États n'y étaient pas prêts. Soit. Je note juste que juridiquement, parce que je suis juriste, les portes restent ouvertes, en tout cas au niveau européen. Deuxième remarque sur la nécessité de la certification. J'entends bien la Cour quand on lit les interventions du Premier Président, mais de manière un peu plus officieuse de certains présidents de chambre, quand on écoute ce qui se passe, on réalise que la Cour n'était pas tout à fait demandeuse à l'origine de certifier les comptes ni de l'État, ni des collectivités territoriales, ni des établissements publics. Bon, j'admets qu'il existait là-dessus, qu'il n'existait pas de consensus. Certains, la Cour, souhaitaient renforcer la Cour à travers la mission de certification. D'autres, au contraire, pensaient que c'était une atteinte portée à la statut de magistrat. Je ne développe pas. En tout cas, les magistrats de la Cour connaissent ça, les personnels de la Cour connaissent ça bien mieux que moi. Toujours est-il qu'on voit transparaître dans le droit cette hésitation autour de la place de la Cour, puisque le Code des juridictions financières rappelle d'abord que c'est la loi qui détermine qui sont les organismes soumis à certification, et ensuite, le Code des juridictions financières a très rapidement intégré un petit dispositif très intéressant. Donc la Cour, on garantit la qualité comptable, soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification. Bon, donc on voit bien ici encore que d'autres voies sont possibles, soit une certification par un tiers, soit peut-être d'autres modalités de production d'une information qui permettrait à la Cour d'attester de quelque chose. Très bien. Bon, pour autant, il ne faut pas l'oublier, il existe quand même un lien naturel entre la qualité des comptes et leur certification. Oui, ce lien est naturel, je le concède très volontiers, dans le secteur marchand. On est d'accord, dans le secteur marchand. Alors, pour réfléchir à ce que c'est que la comptabilité, moi je ne fais pas de partition entre comptabilité privée et comptabilité publique. Pour moi, il y a une comptabilité, c'est une technique. Et cette technique, elle va se déployer dans des méthodes différentes selon les entités auxquelles on va l'appliquer. Et ça a été très bien dit ici encore. Les comptes d'une association ne sont pas les mêmes que les comptes d'une entreprise du CAC 40. Bon, très bien. Donc on a bien un élément, un objet qui s'appelle comptabilité, et donc des méthodes, des techniques permettent de l'adapter à différentes entités. Très bien. Alors pour autant, est-ce qu'il faut pousser à chaque fois jusqu'à la certification, c'est-à-dire jusqu'à la dernière étape, la logique de transposition de la comptabilité dans les différentes entités? Ce n'est pas si évident. Et quand on écoute les acteurs publics ou quand on les lit, on réalise que les avis sont assez disparates. Alors évidemment, on peut mettre d'un côté de l'échiquier Alain Lambert en 2003, qui est alors ministre du Budget, et qui évoque déjà l'éventualité d'une certification des comptes des collectivités territoriales. Donc on sent bien qu'il y a un mouvement, y compris, alors là, tout en haut du ministère des Finances, puisqu'il est à l'époque ministre du Budget et des Comptes publics, qui pousse vers une certification des comptes locaux. Mais quand on lit une autre branche de la littérature, je pense par exemple à ce qu'on trouve dans la revue du Trésor, Jacques Tinescar, David Lidvan, qui a été quand même à un niveau assez élevé à la Direction générale de la comptabilité publique, ou Bernard Adance, on sent quand même dans son ouvrage sur
qui s'intitule « Quel avenir pour le comptable public », on sent quand même qu'au sein du milieu des GFIP, un peu élargi, on pense qu'il existe d'autres solutions. Alors je reprends juste les conclusions de l'ouvrage de Bernard Adance. Pour Bernard Adance, il existe déjà de très nombreuses procédures de contrôle, on en a parlé, hein. Pourquoi en ajouter une? Pour Bernard Adance, on a assisté, et pas seulement depuis 5 ans, depuis une trentaine d'années, au développement du contrôle interne. Est-ce que ça ne serait pas suffisant? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à la certification? Bernard Adance rappelle que tout ça a un coût, ça a été dit, très bien dit, je ne reviens pas dessus. C'est pas vulgaire du tout de parler d'argent, en tout cas pas ici, hein. Et puis Bernard Adance pose une dernière question, celle de l'utilité. Celle de l'utilité. Et en fait, c'est une question fondamentale. Elle a été évoquée ici. Comment faire pour dépasser, grâce à la certification, ou pour permettre à la certification de dépasser sa simple utilité en matière de qualité comptable? À mon avis, c'est un enjeu fondamental. Faire de la certification autre chose qu'un élément purement centré sur le chiffre. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez y réfléchir, vous avez encore 3 ans pour ça, je vous écouterai avec plaisir dans quelques années, mais il me semble que c'est une piste, en tout cas, très, très importante. Alors, j'aborde maintenant très rapidement la question des limites. Donc, en fait, une fois qu'on a accepté, et je l'accepte, la valeur ajoutée incontestable de la certification des comptes, pour autant, est-ce qu'elle est nécessaire dans le cadre d'une information financière publique? Écoutez, moi je vous invite à repenser cette question à travers 2 sous-questions. La question de l'utilité de l'information financière publique et la question de son acceptabilité. Donc 2 points dans cette deuxième partie. Tout d'abord, est-ce que l'information financière publique est vraiment utile? Alors ici, ce que je vous propose de faire, c'est de distinguer ce qu'on va appeler la fonction et l'usage. La fonction des comptes, on la connaît, en tout cas on peut la connaître assez facilement, elle est inscrite dans les textes. Lisez le décret GDCP, lisez la loi organique de 2001 et vous verrez ce que c'est que la fonction attendue des comptes. Une autre question est celle de l'usage des comptes. Comment les acteurs utilisent-ils les comptes? Est-ce qu'ils les utilisent vraiment? Alors ici, je vous propose de distinguer 2 choses, ce que j'appelle des macro-usages et des micro-usages. Je commence rapidement, longuement, par les macro-usages. Ce que j'appelle les macro-usages, c'est l'usage par une certaine catégorie d'acteurs de ce qu'on va appeler les états financiers, la restitution. Alors ici, on est tous d'accord, me semble-t-il, ces macro-usages sont peu nombreux. On peut même parler de sous-usage des états financiers. On en a parlé, le temps consacré à la loi de règlement au niveau du Parlement est absolument dérisoire, contrairement au temps consacré à l'étude du projet de loi de finances, qu'il a même fallu encadrer constitutionnellement. Donc on voit bien où est le problème. Quand on encadre juridiquement un délai et qu'on laisse ouvert l'autre délai, c'est bien qu'il y en a un qui est utilisé et pas l'autre. Bon. Vous l'avez précisé, vous l'avez rappelé, monsieur le maire adjoint, oui, le temps consacré au compte de gestion doit tenir en quelques secondes, c'est bien avant. Alors le temps consacré, d'accord, c'est un bon indice. Donc peu de macro-usages. J'ai initié avec les étudiants de Poitiers une étude sur le Parlement national. Je vous en livre quelques bribes parce que c'est assez rigolo. Donc on a observé sur les 3 commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Culture, affaires culturelles, défense et finances. On a téléchargé par an 30 PV de chacune des commissions qu'on a passé au crible d'une lecture pour savoir si les mots comme bilan, compte général, annexe, résultat apparaissaient. Sans trop de surprise, commission des affaires culturelles, on a en moyenne 30 occurrences à l'Assemblée nationale et au Sénat sur 10 ans. Ça ne nous a pas tellement surpris. Parce que les PV sont denses. On parle beaucoup en commission, mais pas tellement d'argent. En tout cas, pas de comptabilité générale. Très bien. À la Défense, 60 occurrences. Bon, c'était 2 fois plus qu'à la Commission des affaires culturelles. Ça ne nous a pas étonné non plus. On trouvait que ce n'était pas beaucoup. À la Commission des Finances, 300 occurrences. Les chiffres sont à peu près égaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon, alors on a fait du quantitatif, on était content, puis on est passé au qualitatif. Alors là, c'était plus difficile. En fait, dans 85% des cas, le mot n'est pas employé par un parlementaire. Pire, à la Commission des Finances, 85% des occurrences sont prononcées par Didier Migaud quand il vient présenter le compte général de l'État. Encore pire, les 15% sont généralement des questions qui suivent la phrase prononcée par Didier Migaud ou par un expert financier. Bon,
Alors on en a déduit évidemment qu'il existait globalement, on essaie d'appeler ça une sous-utilisation des états financiers, bon très bien. Puis on a fini par comprendre qu'on s'était un peu trompé parce que demander à la commission de la défense et aux affaires culturelles d'utiliser le compte général de l'État, c'était illusoire. Ce qui les intéresse, ça serait plutôt le compte de cet opérateur particulier que pourrait être le ministère de la Culture ou le ministère de la Défense. Donc là, on s'est trompé. Par contre, sur la Commission des Finances, on ne s'est pas trompé. Il y a bien une sous-utilisation, en tout cas, une mauvaise utilisation. Bon, bref. On pourrait continuer à parler de cette diffusion de la culture comptable chez les élus, au sein des élus. On en a parlé. En arrivant ici, je pensais sincèrement que je repartis avec plus d'informations, en tout cas en étant rassuré sur une meilleure appropriation par les élus locaux de cet outil comptable. Finalement, je ne suis pas certain, mais on en discutera certainement. Juste un dernier élément sur ces macro-usages. En fait, c'est pas grave. C'est pas très grave parce qu'on a poursuivi le raisonnement et on s'est dit qu'il existait vraisemblablement au niveau de l'État 300 sujets majeurs. Ce que j'appelle sujets majeurs, c'est par exemple bioéthique, OGM, dénucléarisation de la Corée du Nord. Bon, il y a peut-être 300 sujets majeurs. Si on a la chance de compter la comptabilité générale, en tout cas la comptabilité financière, comme un sujet majeur, finalement, statistiquement, on a entre 1 et 3 parlementaires qui vont s'intéresser à notre sujet majeur. Les mandatures où on a un peu de chance, on a Lambert d'un côté, Migaud de l'autre, ça se passe bien. Les mandatures où on n'a pas de chance, c'est Cahuzac, j'ai prononcé son nom, je m'en excuse. Bref, sur certaines bonnes mandatures, le sujet sera porté, bonne mandature au niveau du point de vue de la comptabilité financière. Sur certaines mauvaises mandatures, le sujet ne sera pas porté, c'est tout. C'est statistiquement satisfaisant comme observation. Au niveau du conseil, j'ai pris juste pour information le nombre d'élus au conseil départemental du Loiret, 42 élus. S'il existe donc plus de 42 sujets majeurs pour le conseil départemental du Loiret, on a peu de chances que la comptabilité en fasse partie. Bon, bref. Les macro-usages sont possibles, mais il ne faut pas les espérer. Sur les micro-usages, je vais être beaucoup plus rapide. Sur les micro-usages, c'est une piste très féconde de recherche. Il existe très vraisemblablement un nombre très grand de micro-usages, c'est-à-dire de micro-utilisation ou d'utilisation par les acteurs, non pas des états financiers, mais de la base de données que constitue la comptabilité publique. Puisque pour moi, vous l'avez compris, la comptabilité publique, c'est avant tout une base de données. C'est une base de données qui est restituée sous forme d'état financier. Donc là, ici, j'en suis absolument convaincu, il existe des centaines, des milliers, vraisemblablement des millions de micro-usages, mais nous, les universitaires, nous avons beaucoup de mal à les identifier. On les sent poindre, hein. Amélioration de la gestion patrimoniale, oui, mais bon, on aimerait savoir concrètement ce qui se passe. Alors ici, donc, une demande à la ville d'Orléans, serait-il possible, s'il vous plaît, de monter une expérience qui nous permettrait d'interroger vos services, qui isolerait des micro-usages de cette information financière. Ça nous intéresserait évidemment au plus haut point. On ferait ça en collaboration. Il ne s'agit pas de vous mettre en difficulté, mais vraiment de travailler sur ces micro-usages, en fait, pour répondre à cette question, à quoi ça sert? Et est-ce que ça sert vraiment? On en reparlera un petit peu plus tard. Dernier point, donc l'acceptabilité. L'acceptabilité de la construction de cette comptabilité publique et de sa certification. Alors ici, je voudrais attirer juste votre attention rapidement sur quelques points. Bon, la comptabilité ne peut décrire que ce qu'elle voit et que ce qu'elle sait quantifier. Bon. Et ici, on comprend bien que la tentation bien comprise pour le comptable, pour le normalisateur, pour le producteur des comptes, pour le certificateur des comptes, c'est d'accroître la focale, d'essayer de voir plus loin, d'essayer de voir mieux. C'est ce que j'appelle la tentation de l'exhaustivité. Alors évidemment, ici, le problème, c'est de fixer une limite au raffinement. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Je prends juste un exemple. Est-ce qu'on développe la fair value ou pas? Quand j'ai assisté pour la première fois à une réunion d'un groupe de travail du CNOCP sur la question, j'étais plutôt favorable. Je trouvais ça vachement intéressant, la fair value. Intellectuellement, ça me stimulait. Je suis ressorti de la réunion en me disant « Ouh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je pensais et je pense même que ça va être impossible à mettre en œuvre. » Bon. Donc ici, c'est vraiment cette tentation du raffinement contre laquelle il faut, à mon avis, peut-être pas lutter, mais qu'il faut appréhender avec beaucoup de précautions. Mais ça a été ici encore très très bien dit par tout le monde. Donc au-delà de la tentation du raffinement, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est sur le coût de la comptabilité. Alors c'est pas tant sur le coût au sens financier, ça a été abordé. Moi, ce que je voudrais plutôt développer, c'est les risques générés par le coût de la comptabilité. Premier risque, c'est ce que j'appelle le risque bureaucratique. Ce risque bureaucratique, vous le comprenez tous, l'amélioration de la
stabilité et de sa qualité participe à la bureaucratisation, la surbureaucratisation des processus. Je prends un exemple qui va vous faire sourire. J'invite récemment un collègue à l'université de Poitiers pour une soutenance de thèse. Bon, on ne rémunère pas, je vous rassure. Hein. On fait juste venir, on lui paye son billet de train, c'est bien le moins. Pour pouvoir lui prendre son billet de train, il faut que ce collègue communique son RIB, son relevé d'identité bancaire. Je me retourne vers le service des thèses. Pourquoi est-ce que vous demandez son RIB au collègue pour lui prendre son billet de train? Ah, je ne sais pas, monsieur Cotte, c'est le service d'émission qui me demande. J'avais le service d'émission. Pourquoi est-ce qu'on demande son RIB à un collègue auquel on va prendre un billet de train? Ah, je ne sais pas, monsieur Cotte, c'est le service financier. J'appelle le service financier. Pourquoi est-ce qu'on demande à un collègue? Ah, on demande à un collègue, on demande le RIB parce que c'est nécessaire pour remplir la fiche agent. Et pourquoi est-ce qu'on remplit une fiche agent? Il faut une fiche agent pour pouvoir faire une demande de mission. Ah, et il faut une demande de mission pour pouvoir faire pour prendre un billet de train. Bref, je finis quand même par reprendre mes esprits et demander, mais ça ne m'explique pas pourquoi est-ce qu'il faut renseigner le champ RIB dans votre base de données. Ah mais si, parce que si on ne renseigne pas le champ RIB, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sortir en anomalie à la fin de l'année. Et si ça sort en anomalie et qu'on a trop d'anomalies, il y a le commissaire aux comptes qui va nous tomber dessus. Alors là, j'ai eu un réflexe, à mon avis, très simple, mais qui n'a pas du tout été du goût de mes collègues. J'ai dit, bon, on va commencer par brûler le commissaire aux comptes, et puis après, on va reprendre nos procédures. Bon, bref, vous comprenez ce que j'appelle le risque bureaucratique. Second risque, enfin, deuxième risque très important, ce que j'appelle le risque politique. Alors le risque politique, je ne le développe pas, vous l'avez tous en tête, hein. Je ne prends juste un exemple. L'amortissement des biens pèse théoriquement sur la section de fonctionnement. Alors si je vous raconte une autre partie de ma vie universitaire, j'ai été vice-président chargé des finances à l'université de Nanterre. Et on vit ce que vous vivez au quotidien. Hein. La région, très gentiment, nous a remis un bâtiment. Il fallait qu'on l'amortisse, voilà. Il fallait qu'on l'amortisse. Et puis, évidemment, comme vous le savez, nous, dans les universités, nous avons encore moins la main que vous, dans les collectivités territoriales, sur vos recettes, sur les recettes. On n'a absolument aucune marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre à ma disposition, c'était de gonfler le nombre des étudiants inscrits pour pouvoir équilibrer mon budget. Vous allez me dire que ce n'était pas forcément très sincère, mais ça a été très efficace. Bon. Donc évidemment, on comprend ici le risque politique. Alors moi, je l'ai vécu en tant que vice-président chargé des finances. Vous le vivez évidemment au quotidien en tant qu'élu. Alors évidemment, on peut dire que ce n'est pas très grave. On va neutraliser les amortissements. Ben allons, on va neutraliser les amortissements. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à amortir si c'est pour les neutraliser? Moi, je vais me poser la question autrement. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire une comptabilité générale si finalement on reste en caisse? Restons en caisse. J'y reviens tout de suite, parce que le troisième risque, le dernier risque, c'est ce que j'appelle un risque comptable. En fait, de mon point de vue, c'est tout notre système comptable qui est en train de perdre son sens. On est dans une phase de perte de sens complète. Alors, de perte de sens complète, pardon. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, quand on observe la construction toujours de ce que j'appelle le système financier français, on voit bien que la grosse tendance, le dur dans la comptabilité publique, c'est le budgétaire. Et là, ce n'est pas 100 ans d'expérience qu'on a, c'est 1000 ans d'expérience qu'on a. Contrairement à ce que disaient certains collègues, le budget de l'État, enfin, en tout cas le budget de la royauté, ça commence en 1300, 1400. On a 1000 ans de construction d'un État financier prévisionnel, construit en caisse, qui s'appelle le budget. Bon, c'est solide, ça existe. Alors le problème, c'est que cette comptabilité budgétaire, c'est une comptabilité d'autorisation. Bon, ok. Cette comptabilité budgétaire, elle est peu et mal utilisée dans l'entreprise. Ça ne sert à rien dans l'entreprise, une comptabilité budgétaire, ça sert assez peu. Voilà. Le problème, c'est que cette comptabilité budgétaire, c'était tout ce dont on disposait. Et évidemment, avec l'évolution de la société, on a estimé que cette comptabilité budgétaire n'était plus suffisante pour rendre compte de ce que c'était que l'État ou une personne morale de droit public. Très bien, je suis d'accord, adjoignons-lui une autre comptabilité. On lui adjoint une autre comptabilité qui est financière. C'est pas du tout pensé, comme je l'ai dit, cette comptabilité financière pour les personnes morales de droit public. Très bien, bon, donc c'est pas grave. On a une comptabilité budgétaire qui n'est pas suffisante, une comptabilité financière qui nous dit autre chose, et puis on pourrait tout à fait accepter qu'il existe une troisième comptabilité, la comptabilité nationale, qui elle est pensée pour permettre une comparabilité macroéconomique entre les États. Tant qu'on en reste là, tout va bien. Le problème, c'est qu'on est en train de tout pervertir. Ma comptabilité budgétaire est en train de devenir une comptabilité d'évaluation de la performance, en tout cas au niveau de l'État.
Au niveau des collectivités territoriales, pardon, on la pollue avec des éléments de comptabilité patrimoniale qui, à mon avis, ne font que la faire dégénérer et qui ne renseignent pas à grand-chose, on vient de le voir avec l'exemple des amortissements. La comptabilité financière, elle n'est pas adaptée, ou en tout cas elle est mal adaptée. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis qu'elle est mal adaptée, que sa lecture en est difficile, on en est tous conscients. En ce qui concerne la comptabilité nationale, alors là c'est encore pire, alors qu'il s'agissait d'un outil de comparabilité internationale, on est en train de faire un outil de mesure de nos engagements internationaux, donc c'est merveilleux. Bon, tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans une phase, à mon avis, où tout est en train de s'obscurcir, tous les schémas bougent, et on a perdu ce que j'appelle, ou ce que je voudrais appeler la pureté de l'organisation comptable originelle. Juste trois éléments de conclusion, très rapides. Pour revenir à la certification des comptes publics locaux, il me semble que c'est un peu à l'image de ce que je fais quand je demande à mes enfants de ranger leur chambre. C'est nécessaire et complètement inutile. Donc j'en démords pas. Je pense que la certification est très importante. C'est très important pour la qualité de l'information financière, j'en suis convaincu. Maintenant, effectivement, on l'a vu, son utilité est quand même assez douteuse. Mais peut-être que sa seule utilité, c'est de garantir la fiabilité de l'information financière. Et si c'était que ça, ce serait déjà très bien. Premier point de conclusion. Donc en fait, ici on revient à la question de la performance de la certification, mais je ne développe pas. Deuxième point, est-ce qu'il faut accepter ou dépasser les limites de l'information financière telle qu'elle est produite à l'heure actuelle? Ce que je suggère, c'est de concentrer les évolutions de cette information financière sur ce qui offre un bilan coût-avantage relativement positif. Bon, ici, la question change. Il s'agit maintenant d'établir la performance de l'information financière pour la structure elle-même. C'est ce que je disais tout à l'heure, et éviter de rester sur une simple gestion financière. Et le dernier point, très rapidement, c'est de revenir à ce que j'ai appelé la pureté des différentes méthodes comptables. Et sur le secteur public local, ça pourrait nous inciter à n'imposer qu'à certaines entités locales de produire une comptabilité financière, restaurer aussi la simplicité de la présentation budgétaire pour les autres. Je vous remercie.